Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Mon invité aujourd'hui est Patrick Hatzel, qui est Senior Advisor chez Capital Mind. Patrick a passé 35 ans à faire de l'audit dans les grands cabinets tels que Arthur Andersen et EY, et il a ensuite passé 10 ans à faire du conseil de fusion-acquisition. Il est expert comptable, il est également commissaire aux comptes, et surtout, la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui, c'est qu'il a animé, et il anime toujours, il a animé pendant plus de 20 ans, le réseau des collaborateurs et des clients en recherche d'emploi dans ces grands cabinets. Patrick, bonjour. Bonjour Mireille. Patrick, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez animé pendant 20 ans et que vous continuiez à animer ce réseau de personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, bien évidemment, on va utiliser vos lumières, vos trucs, vos astuces pour savoir aujourd'hui comment mettre en place une approche réseau efficace. Mais je voudrais peut-être votre avis sur quelle est la situation aujourd'hui et comment a évolué les différentes phases de recherche d'emploi dans le domaine de la finance ou dans les autres domaines depuis que vous faites cet accompagnement, c'est-à-dire depuis 20 ans. En vérité, la situation a évolué un peu comme l'environnement économique, d'une façon générale. Il y avait des périodes où c'était assez facile de rebondir, et puis il y a eu de longues périodes très très compliquées, même pour des gens très très qualifiés. Et donc dans ces périodes-là, ils avaient vraiment besoin d'être aidés, d'être assistés, et puis d'avoir un peu d'apport méthodologique, notamment au niveau de l'exploitation d'un réseau, de la constitution d'un réseau. Aujourd'hui, heureusement, ça s'éclaircit un peu parce que l'évolution de l'environnement économique s'améliore et qu'il y a un petit peu plus de fluidité au niveau du marché du travail. D'accord. Est-ce qu'on a une fluidité sur les postes ? Est-ce que ça se traduit sur les salaires ou est-ce qu'on a encore une petite différence ? Non, je pense que aujourd'hui encore, l'aspect salaire est très secondaire. En fait, ça reste quand même compliqué de trouver un emploi, de trouver un bon poste. Regardez, par exemple, je vois passer beaucoup de profils financiers pour rebondir dans un bon poste de directeur financier. Il faut aujourd'hui compter entre 6 et 12 mois. Donc c'est quand même très long. Oui, tout à fait. C'est très long. Et je dirais, il y a des professionnels du recrutement, malheureusement, en France. Les professionnels du recrutement ne voient que 20 à 30% des opportunités. Tout à fait. D'où notre sujet du réseau. Exact. Bien sûr. Et on dit en plus, et c'est vrai, je le vois tous les jours dans ma pratique, qu'à partir de 45 ans, le réseau est absolument à privilégier parce que plein de raisons. On est devenu plutôt quelqu'un sur une niche, sur un secteur d'activité particulier. Vous venez de le dire, il y a peu d'offres d'emploi ou de recruteurs qui font des offres publiques. Donc il faut aller chercher soi-même son poste. Et pour aller chercher son poste, il faut savoir faire du réseau. Absolument. Alors, moi je dirais, le réseau, il y a des gens qui n'imaginent pas qu'ils ont un réseau. En fait, la première question, oui. Il y a plein de gens qui disent « moi, je n'en ai pas ». Parce qu'un professionnel qui a très bien réussi en direction financière, en direction générale, en direction marketing, etc., jusqu'à 40 ans, il a passé à peu près tout son temps à être excellent dans son poste et en faisant de la politique quand même, un peu dans sa boîte. Exactement. Donc, il a laissé tomber un petit peu ses amis d'école, il a laissé tomber ses amis de sport, il a en général des enfants en bas âge. Oui. Et donc, il se retrouve à 45 ans en se disant « comment vais-je faire ?» Voilà, exactement. Et donc, la première chose à faire, c'est d'expliquer aux gens qu'ils ont un réseau et de leur expliquer comment aller le faire revivre. Parce que c'est quand même des gens qui ont vécu, ils ont rencontré du monde. En réalité, on n'a pas beaucoup d'excuses à pas avoir de réseau. Parce que dès l'adolescence, on rencontre des gens tous les jours.
que ce soit le cercle familial, les amis, des membres d'associations, des collègues de travail, etc. Donc on rencontre des gens tous les jours. Et en réalité, si on appliquait la formule « connu un jour, connu toujours », on aurait un réseau gigantesque arrivé à 45 ans. Gigantesque. On aurait même le droit d'être sélectif. Donc votre première chose, c'est de dire faites le point sur tous les gens que vous avez rencontrés. Absolument. Refaites des listes. Repassez en revue les gens que vous avez croisés, que vous avez appréciés, qui vous ont apprécié, etc. Et à partir de ces listes-là, commencez à les classer pour faire des priorités, etc., etc. Et puis, en fait, mettre en marche la méthodologie d'approche du réseau pour trouver un emploi. Donc quelqu'un qui pense qu'il a 3 relations professionnelles, par exemple son boss du dernier job, son boss de l'avant-dernier job et son boss de l'avant-avant-dernier job, c'est un grand classique. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais qui pense. Il le pense, vous mais lui c'est pas diriez sérieux. Quoi vous lui diriez quoi, d'abord? Qu'est-ce qu'il doit faire et comment prendre contact avec ces gens qu'il n'a pas vus et qu'il a peut-être un peu négligés quand même depuis un certain nombre d'années? Oui, alors... Bon, je lui donne quelques conseils. Je pense qu'il faut passer par la phase « je fais des listes ». D'accord. Dans tous mes environnements. Et puis, à partir d'une première liste, on sélectionne un petit noyau. Qui sera le noyau des bienveillants, a priori? Alors, il y a le noyau des bienveillants et puis il y a le noyau des gens qui peuvent être le plus porteurs de potentiel en termes de relations. Ceux-là, il ne faut pas les voir tout de suite. On est d'accord, on les voit jamais en premier. Je les vois jamais en premier. Il faut vraiment se rôder parce qu'il faut être performant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une approche de recherche d'emploi par le réseau, en réalité, 98% des gens qu'on va voir, on va les voir qu'une seule fois. Tout à fait. On n'aura pas de deuxième chance. Donc, il ne faut pas griller de cartouches. Il faut être vraiment bien préparé pour voir les gens et en tirer le maximum. Souvent, un cadre qui a été un cadre financier ou un cadre dirigeant est très mal à l'aise à l'idée d'aller voir quelqu'un d'autre pour lui demander quelque chose, puisque lui-même a passé toute sa vie dans la posture inverse. Et c'est parfois qu'il a été pas forcément non plus très agréable. Donc, il a très peur d'aller demander de l'aide, ou il a très peur d'aller demander des renseignements. Quel serait le conseil que vous leur donneriez pour qu'ils soient peut-être plus à l'aise dans cette phase extrêmement désagréable de début? Systématiquement, je leur explique que quand on recherche un job aujourd'hui, on est légitime à tirer les sonnettes. C'est dur pour la personne qui, à 50 ans, cherche pour la première fois un job, qui a fait toute sa carrière dans un groupe. C'est terrible, quoi. Bien sûr. Et donc là, il faut vraiment les encourager, vraiment leur expliquer que... Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on cherche un job. Tout le monde fait ça. Donc déjà enlever le côté culpabilité, un peu honte, un peu j'ai raté quelque chose et je n'ai pas réussi. Absolument. Et puis, il faut surtout leur expliquer que l'approche, elle doit être professionnelle. C'est-à-dire on n'organise pas des visites de courtoisie des gens qu'on a connus. Ça, c'est une perte de temps. J'en ai vu beaucoup, oui. Oui, il faut dire aux gens qu'on souhaite les voir pour discuter avec eux et recueillir leurs conseils sur son projet professionnel. D'accord. Il faut que les gens sachent que on veut les voir parce qu'on est en recherche d'emploi et que les conseils et les contacts, c'est énorme dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas explicitement un emploi, ce qui serait maladroit. Non, pas du tout. On ne leur demande pas immédiatement des contacts, ce qui serait encore plus maladroit. On leur demande d'abord un avis. Voilà, un conseil. Et on a toujours motivé. besoin de conseils. Et au fil de l'eau, les contacts, ça vient si on présente ça de bonne manière, quoi. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc vous leur dites comment? D'appeler, d'envoyer un mail sur LinkedIn, d'envoyer un mail, de faire appeler. On entend un peu tout et n'importe quoi dans les conseils. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement professionnel et efficace. Le plus efficace, aujourd'hui, et le plus facile, c'est la prise de contact par mail. C'est le moins intrusif. C'est beaucoup moins intrusif. La personne a la possibilité, elle est prévenue, elle a la possibilité de répondre, de ne pas répondre ou de répondre par la négative. Tout est possible, c'est ouvert, c'est effectivement non intrusif. Je conseille toujours de joindre un petit CV réseau qui résume un peu le parcours. Où on en est à ce moment-là. Voilà, exactement. Ce qui permet d'ailleurs aux interlocuteurs de se préparer éventuellement. Et puis, on demande si notre interlocuteur serait d'accord pour un court rendez-vous, passer 1 heure pour échanger sur le projet professionnel. En règle générale, c'est efficace. Et quand la réponse est négative ou qu'il n'y a pas de réponse, on retente une fois. On peut retenter une fois. C'est pas la peine de faire du harcèlement, mais on peut tenter une fois.
Et puis sinon, on abandonne, on passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'il vaut mieux ne pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas envie de nous recevoir que de se griller définitivement. Exactement. Bien sûr. Quels sont les conseils que vous donneriez, les choses qu'il faut absolument ne jamais faire? Là, vous venez de nous en expliquer une, c'est-à-dire un harcèlement léger n'est pas de mise. Oui. Quelles sont les plus grosses erreurs que vous ayez vues? Vous m'avez parlé tout à l'heure de ne pas être prêt à sortir éventuellement. Alors, je donne surtout des conseils positifs et des choses à faire, parce que... des conseils négatifs, tout le monde en donne. Oui, exactement. Et puis, les gens n'ont pas beaucoup de temps, en fait. C'est vrai. Donc, j'essaie d'apporter une méthodologie et j'explique comment se présenter et que faire. Surtout, éviter de raconter sa vie. Donc, comment se présenter, ça veut dire? Se présenter. Alors, c'est d'abord expliquer le job que l'on cherche. Il faut très précisément. Il faut arriver à verbaliser de façon très claire le job recherché. Vous m'avez parlé de 4 légitimités, j'ai trouvé ça génial. Oui. Alors, une fois qu'on a bien expliqué que les gens vous ont mis dans une case, ils vont savoir que c'est ça le job que vous cherchez. Après, il faut leur expliquer les légitimités que vous avez pour ce job-là. Effectivement, il y en a 4. La première légitimité, c'est vos compétences techniques. Et ça, il faut savoir les expliquer, les expliciter. Avec des histoires, avec des réussites, avec des façons de travailler, ça rend la chose plus vivante. Exactement ce qu'on sait faire. Et puis, vous voyez, pour un même job de directeur financier, par exemple, si vous avez été directeur financier dans une division d'un grand groupe ou directeur financier d'une grosse PME, vous n'avez pas tout à fait les mêmes compétences. Exactement. Le directeur financier d'une division de grand groupe, il n'aura peut-être jamais vu un banquier, quoi. Il n'aura jamais La trésorerie, pour lui, c'est un alien. Voilà, exactement. La deuxième légitimité, c'est la légitimité qui correspond à l'univers dans lequel vous êtes bien. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien légitime dans une grosse PME, dans une ETI, dans un grand groupe, dans un environnement franco-français, dans un environnement international? Ça, c'est la deuxième légitimité. La troisième légitimité, c'est la légitimité managériale. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes légitime à manager 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15, 50, sur un site, sur plusieurs pays, sur plusieurs continents? Voilà, ça, c'est très important. Et la quatrième légitimité, malheureusement en France, c'est comme ça, c'est la légitimité sectorielle. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, les gens, ils n'ont pas envie que vous appreniez leur secteur chez eux, quoi. Ils préfèrent que vous le prix, vous payez. Exactement. Et donc là, je pense qu'il faut ratisser un peu large. C'est-à-dire qu'il faut essayer de gratter un petit peu dans ces expériences passées, les conseils, bien sûr. Les environnements dans lesquels vous êtes légitime. Si vous avez été consultant, vous avez rencontré des tas d'entreprises différentes, etc. Et donc là, il faut ratisser un petit peu large de manière à cocher les cases. Sachant qu'une légitimité sectorielle, c'est surtout un modèle économique, un plus. Oui, tout à fait. Si vous avez travaillé dans la distribution spécialisée dans le textile, vous êtes aussi légitime dans les cosmétiques, quoi. C'est de la distribution spécialisée. Par contre, si vous avez fait du M&A et du corporate, c'est plus difficile. un petit peu plus compliqué. Voilà. Amis auditeurs. Alors, pardon, je vous en prie, allez-y. Une fois qu'on a fait ça, il faut dérouler. Si on est bien passé, si on était bien perçu, assez naturellement, les gens vont vous proposer des contacts spontanés. Comment mettre en place une approche réseau efficace? Et mon invité est Patrick Hatzel, Senior Advisor chez Capital Mind. Patrick, le but d'une approche réseau, c'est d'augmenter d'abord son réseau et d'obtenir des contacts. Il est très fréquent, au moins en début d'accompagnement, que mes clients viennent me voir, me disent « j'ai commencé le réseau, je n'ai pas réussi à obtenir des contacts et par contre j'ai l'impression que l'entretien s'est bien passé ». Ma première remarque, c'est de leur dire que non, l'entretien s'est pas si bien passé que ça, s'ils n'ont pas obtenu de contact. C'est un peu vrai. En réalité, les chercheurs d'emploi, quand ils rencontrent quelqu'un de leur réseau, ils ont un double espoir, celui de trouver une opportunité. Qu'on peut effectivement... il faut garder en tête, parce que ça peut arriver. Il faut l'avoir en tête, mais il faut donner envie, je dirais, à son interlocuteur de vous parler d'une opportunité qu'il peut avoir sous le coude.
En réalité, dans 98% des cas, l'opportunité n'est pas immédiate. Bien sûr. Donc, il va falloir laisser une trace suffisante pour que, lorsque l'opportunité se présentera, la personne devienne votre ambassadeur. Exactement, votre sponsor. Voilà. Alors, effectivement, le deuxième objectif, c'est quand même d'obtenir des contacts. Je pense que si on a été bon, c'est-à-dire qu'on est apparu professionnel, qu'on a bien explicité sa recherche, qu'on a bien vendu son cas, qu'on est assez convivial, la personne assez spontanément va vous proposer un contact au moins, voire 2 ou 3. Hein, ça peut être dans le meilleur des cas. Pour pas être impoli. Voilà, un au moins pour ne pas être impoli. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, la personne, on va la voir qu'une fois. Voilà. Donc il faut en obtenir le maximum. Il faut en obtenir le maximum, encore une fois, sans harcèlement. Voilà. On est d'accord. Alors, il y a un petit truc que je propose souvent à mes interlocuteurs. Je leur dis, réfléchissez à des entreprises dans lesquelles vous aimeriez vous trouver, vous pouvez vous projeter, et dans lesquelles vous estimez avoir une certaine légitimité. Et là, d'ailleurs, le travail préparatoire, pour lister une cinquantaine, dans des secteurs un peu différents, etc. Déjà, le travail, ça va aider nos interlocuteurs à faire un focus, puis à chercher, chercher des secteurs. C'est un peu des mots magiques, les noms de boîtes. C'est des mots magiques. Et alors, ce qu'il faut, c'est utiliser cette liste, pas n'importe comment, pour qu'elle soit efficace. Il faut surtout pas la sortir au début de l'entretien, ni au milieu de l'entretien, parce que on va faire disparaître toute la spontanéité qui est nécessaire dans cet échange. Il faut la sortir lorsque l'entretien est terminé. Sortez le document et vous demandez à votre interlocuteur, est-ce que vous avez 1 minute complémentaire pour regarder ce document que j'ai préparé, où c'est une liste de sociétés, où je pourrais bien me projeter. Est-ce que par hasard vous les connaissez? Est-ce que par hasard vous auriez un contact à me proposer? Et alors là, c'est amusant parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui a un peu de seniorité, un peu de vécu, il va regarder la liste, et puis c'est un côté un petit peu ludique. Il va regarder la liste et il va jouer avec vous. Voilà, il va vouloir vous montrer qu'il connaît des gens. C'est merveilleux, ça marche merveilleusement bien, mais il faut l'utiliser comme ça. Bien sûr, et puis il faut être légitimé, il faut avoir travaillé préalablement. Bien sûr, il faut l'avoir préparé comme il faut. Et là, vous pouvez obtenir entre 1 et 5 contacts complémentaires. Ça marche très très bien. Et là, vous avez rempli vos objectifs et vous n'avez pas perdu votre temps. Et puis, vous avez rajouté quelqu'un de sympathique qui va vous penser à vous lorsqu'il y aura une opportunité qui va passer. Bien sûr. Donc vous disiez, on parlait tout à l'heure des erreurs à ne pas commettre. Quelles sont les choses on parlait de ne pas sortir, quand sortir, comment sortir, parce que là on a parlé juste de quoi demander. Mais en amont, quand est-ce qu'on sort et quand est-ce qu'on ne sort pas, quand on est en recherche? Écoutez, moi ce que je pense, c'est que quand on est en recherche, il faut faire cela de façon extrêmement intensive. Parce que le délai entre le moment où on commence à chercher et le moment où on va trouver un emploi, ça peut être 15 jours, mais ça peut être 12 mois. D'accord ? Donc, il faut, moi je pense, monter en puissance. Je le dis toujours, chercher un job, c'est un job à plein temps. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est même plus facile à faire quand on n'est plus en job, parce qu'il faut du temps. Oui. C'est plus aisé, plus facile. Voilà. Et là, il faut s'imposer, je dirais, un rythme de rendez-vous assez soutenu. D'abord, ça fait du bien parce qu'on est occupé. Et qu'on voit des gens et qu'on apprend des choses. Et qu'on voit des gens, qu'on apprend des choses. Finalement, moi, je vois tous les gens qui ont terminé leur recherche par un succès. Ils sont ravis de l'avoir fait. C'était dur pendant le temps où il fallait qu'ils tirent les sonnettes. Mais après, donc moi, j'ai rencontré des gens géniaux, souvent. Absolument. Plutôt bienveillants. Absolument. Et à la fin de l'exercice, ils ont un super réseau. Alors oui, qu'est-ce qu'on en fait après de ce réseau? Alors, comment on le remercie? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, au niveau des remerciements, il faut le faire systématiquement après la visite. Je crois que dans les 3-4 jours qui suivent la visite, il faut remercier l'interlocuteur. Ensuite, s'il nous a donné des contacts, il faut le tenir informé de comment ça s'est passé avec les contacts, si on a été reçu, si on a été bien reçu, etc. Ensuite, la personne fait partie intégrante du réseau, encore plus que précédemment. Et là, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, quand on a trouvé un job,
eh ben, il faut se préparer à en chercher un autre dans les 3 à 5 ans. Ça fait peur, ça. Ça fait un peu peur, mais il faut en être extrêmement conscient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau à 40 ans, 45 ans, c'est très utile. C'est même... Surtout que c'est la première fois qu'on en fait, donc c'est un côté ludique. Absolument. On découvre le monde. Seulement 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, quand on a 55 ans... ou 60 55 ans, il reste encore au moins 10 ans à faire. Bien sûr. C'est très important. Et alors là, le réseau est simplement indispensable. Indispensable. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment trouver un emploi satisfaisant. Donc, surtout, quand on finit d'exploiter son réseau pour une première recherche, il faut entretenir son réseau. Il faut rester en contact avec les gens. Ça veut dire qu'il faut introduire ça dans sa routine de travail. Exactement. Et tout le monde oublie un peu. Et il faut que ça devienne une priorité, parce que le plus compliqué, ça va pas être de tenir son job pendant 5 ans, ça va être vraiment de trouver le suivant, quoi. Et alors là, il y a plein de petits trucs pour animer son réseau. Évidemment, les cartes de vœux, c'est incontournable. Ça, c'est le basique. Et moi, c'est le niveau 0 du réseau. La carte de vœux. J'ai très récemment abandonné la carte manuelle. Ah, moi, j'y suis revenue. Mais peut-être. J'avoue que pendant plus de 20 ans, j'ai fait 400 à 450 cartes manuelles à la main. Donc je mettais 15 jours, hein, mais je le faisais. Mais c'est quelque chose, c'est un geste, la personne reconnaît, c'est pas quelque chose de standard et c'est très apprécié. Et il y a 2 ans, j'ai fait mon coming out digital, c'est-à-dire j'ai commencé à envoyer des cartes de vœux, mais j'essayais quand même de les personnaliser, hein, pour que ça soit quand même pour que ça soit pas un mass mailing. Voilà, absolument. Mais ça, c'est important. Donc les vœux, c'est incontournable et c'est facile. Et puis après, il faut trouver des moments pour inviter des gens, des déjeuners de temps en temps. On n'est pas obligé d'inviter tout le monde tous les ans à déjeuner, mais une fois de temps en temps, d'envoyer des nouvelles. Si on change, si on retrouve une nouvelle situation, si on évolue dans l'entreprise ou dans le groupe dans lequel on est, faut pas hésiter à donner des nouvelles. Et puis il y a des outils qui sont quand même très très utile pour rester en contact avec son réseau. LinkedIn, par exemple, sur le plan professionnel, c'est un réseau extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, ça vous aide parce que on vous envoie de temps en temps des sollicitations en vous disant « Dites donc, vous ne connaissez pas cette personne ?» Et puis vous dites « Mais si, c'est vrai, je l'ai bien connue, c'est idiot, rentrons en contact. » Bien sûr. Et alors du coup, quels sont le rythme de sollicitation auquel vous devez répondre ? Il y a des gens qui sont extrêmement sollicités, il y a des gens qui sont peu sollicités. Qu'est-ce qui vous semble correct ? Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde et on ne peut pas dire certainement non à tout le monde, surtout si le réseau vous a aidé préalablement. Alors moi je pense qu'il faut être très ouvert. Il faut être très ouvert, c'est-à-dire que ce que le réseau a fait pour vous, il faut être prêt définitivement à le faire pour les autres. C'est indispensable. D'abord, ça va vous aider à continuer à faire croître votre réseau en recevant des gens. Il faut vous dire que vous êtes aussi capable de donner des conseils, des bons conseils. Et puis, il faut aussi accepter d'ouvrir un peu son carnet d'adresses. Ça fait pas de mal non plus. Ça permet des fois de belles rencontres. Donc, il faut pas hésiter à le faire, encourager les gens. Il faut aussi être, je dirais, solidaire entre les générations. Donc, commencer par aider les jeunes qui cherchent. Et puis, il faut être solidaire avec les seniors pour lesquels c'est aussi plus difficile. Donc, oui, il faut recevoir les gens. Il faut pas hésiter. Et puis, si on est dans des périodes où on ne peut pas les recevoir, je dirais, passer un quart d'heure au téléphone avec eux, c'est faisable. Ça mange pas trop de temps. Et il faut vraiment le faire. Que dire quand vous êtes en position justement de receveur ou d'aidant face à quelqu'un qui vous pensez qu'il ne vous a pas convaincu et il voudrait des noms ? La position n'est pas forcément très facile. Ça, c'est la position de l'autre côté. Oui, c'est pas très facile. Bon, moi j'ai la chance, c'est que je rencontre le plus souvent des beaux profils, des gens de qualité, etc. Qui sont pas forcément très bien, peut-être toujours à ce moment-là non plus quand ils sortent. On peut C'est sortir très vrai. abîmé. C'est très vrai. Non, le cas que je trouve le plus compliqué, le plus difficile, c'est la personne qui a eu un harcèlement léger ou une petite placardisation, une sortie difficile. Qui est mal et qui est atteinte sur le plan psychologique. Bon. Alors évidemment, il faut les recevoir quand même, il faut les aider. Encore plus, bien sûr. Il faut les aider, les assister, leur donner de la méthodologie, ouvrir un peu son carnet d'adresses, mais surtout les encourager à pas utiliser le carnet d'adresses tout de suite.
Sinon, on grille des cartouches pour rien, on ne pourra pas les réutiliser après. Il faut que la personne se sente bien pour faire de l'approche réseau. D'accord ? Donc il faut les encourager à se soigner, faire ce qu'il faut pour être accompagné, faire du sport et puis commencer par des choses faciles pour gagner en confiance et au fur et à mesure monter en puissance. Exactement. Voilà. Et je dirais, vous savez, l'approche réseau aujourd'hui, c'est indispensable. Hein. C'est très utile pour trouver un peintre en bâtiment, un serrurier, un dentiste, parce que les pages jaunes, ça vous rend pas une sélection qualitative. Et Internet enlève le côté qualitatif complet. Donc là, c'est utile, mais pour chercher un emploi, c'est indispensable. Donc, qualité, faire très attention à son image, rendre, et surtout, à partir du moment où vous êtes en poste quelque part, prévoir le next move. Exactement. À partir de 55, 57, est-ce qu'il faut prévoir carrément autre chose qu'un emploi ? Ou autre chose qu'une approche réseau ? Est-ce que la démarche devient un peu différente ? Ou on garde la même ? Non, je pense que le réseau reste le point de passage obligatoire. Et puis, c'est un peu compliqué pour les seniors parce qu'ils n'ont pas commencé tout petits. Hein, ils ne sont pas tombés dans les réseaux. On l'a appris après. Oui, on n'est pas des réseaux natifs. Plus sur le tard. Mais une fois que les gens l'ont fait, ils l'ont fait une fois. Ils ont appris à tirer la sonnette. C'est le premier pas qui est compliqué dans ils ont appris à échanger, dans à cette partager. Démarche. Oui, absolument. Et puis je vais vous dire autre chose. Quand vous avez fait du réseau de façon efficace, il est encore utile quand vous arrêtez de travailler. Bien sûr. Parce qu'il y a des activités que vous pouvez poursuivre avec votre réseau. Vous pouvez continuer à voir des gens, vous pouvez encore continuer à créer de la valeur, à faire des apports, à aider, et puis toujours à partager votre réseau avec d'autres. Et c'est quand même très agréable. C'est ça le sel de la vie. Exactement. Patrick, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir à partir du mois prochain.